c'est quand même, j'ai mis côte à côte la courbe de la corruption hein, et la courbe des vaccinations. Comment on peut faire la courbe des corruptions? Vous avez chaque année Transparency International qui publie la courbe des corruptions, qui est les cartes des corruptions par endroit. Je fais partie de Transparency. Enfin, je me suis abonné à Transparency International. Donc vous avez, c'est la corruption ressentie. Ils interrogent les gens, en particulier les chefs d'entreprise, quelles sont les difficultés qu'ils ont, s'ils ont été obligés de payer, etc. Des démarches administratives. Donc c'est très sérieux, hein, on a mis 500 points. Bon. Et donc aussi, hein, celle-là a quand même un vrai prix Nobel, celui-ci. Il est mort en prison hein, pour ses idées. Hein, c'est la philosophie du porc. Oui, le porc est un animal bénéfique. Philosophie du porc. Et il raconte le système qui monte. Bon, ça c'est, si vous voulez des livres, moi, je les ai surtout mis en anglais, puisque c'était fait pour là-bas. Donc je vous encourage beaucoup, celui-là, celui-ci, préfacé par Luc Montagnier. Là c'est un truc d'avocat. Et là c'est par contre toutes les horribles histoires du garde d'asile. Alors je ne vais pas raconter parce que je ne veux pas rentrer dans les détails des complications, c'est pas mon boulot. Hein. Serge Valère est là pour en parler. Mais il y a eu, hein, oui, il était là. Mais il y a eu en Amérique du Sud des histoires épouvantables avec des villages complètement détruits par le garde d'asile. J'ai vu un film à Chicago, là, il y avait un gars qui avait fait le film, on voyait les jeunes filles qui allaient, qui souriaient, c'était la fête des vaccinés à l'école. Et on les voyait après dans les petites... Je ne sais pas pourquoi, enfin il n'y avait pas de médecin là-bas, ils les faisaient comme ça à la chaîne, sans précaution. Et il y a eu un nombre de victimes absolument colossal, et le président, je ne sais pas comment il s'appelait, de ce pays, a dit que c'était psychologique. Sauf que 6 ans après, ils sont toujours paralysés. C'était à quel endroit, dans quel pays? Colombie. Ah ouais. Il y a vraiment des choses. Bon. Alors maintenant l'hépatite, s'il vous plaît. Ah oui. Je sais pas, écoutez, vous avez la référence du livre. Bon, ce diaporama, vous l'avez, hein, si vous moi je l'ai donné là. Tout de même, vous le trouvez sur le site de ma femme. Hein. Enfin, celui-là, on ne l'a pas encore mis, puisqu'on le met qu'après les avoir représentés en public. Enfin, vous avez l'équivalent. Vous avez celui de Chicago, il est en anglais, je suis désolé. Celui de Chicago, donc c'était cette année, c'était en mai, hein, Chicago. Et là, il y est, c'est là-bas posé. C'est bien, c'est sûr. Il faut y aller alors. On y va. Donc, c'est intéressant l'hépatite parce que c'était le premier vaccin qui a été proposé contre un cancer. Le vaccin, normalement, c'est fait pour taper sur les infections, pas sur les cancers. Et alors, c'est une invention française, le vaccin. Oui, c'est bon, passe. Silence. Oui, pardon. Effectivement, c'est une donc, c'est Maupas, effectivement, c'est un Français qui l'a fait et qui, lui, était très honnête. Il avait dit il n'est pas possible, toutefois, à partir de ces données épidémiologiques, de conclure au rôle oncogénique direct du virus de l'hépatite B. Vous voyez, à cette époque, les savants, même s'ils étaient vaccinologues, ils étaient honnêtes. Oui, n'empêche que, parce que mon petit frère, qui est médecin, a fait partie des premiers vaccinés, et s'il avait refusé les études de médecine, donc il était peut-être honnête, n'empêche que tous ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner... Il faut changer de fac. Ah, ça je sais pas. Bien sûr que si, il faut changer de fac. Je peux vous dire que mon patron ne m'aurait pas dit ça. Hein. Moi j'ai un patron qui un jour m'a embêté. Bon, c'est vrai que j'étais obligé de changer de ville. J'étais à Reims, il a fallu après que j'aille à Paris. Je repasse le concours d'interne. Mais en tout cas, j'étais rentrant de pierre dans un coin, il me fait des remarques désagréables dans la chambre d'à côté par la penseuse. Moi je l'ai crié tout haut. Quand il aura des couilles, il me parlera directement. Bon, effectivement, je ne pouvais plus faire chirurgie après on reste à Reims. C'est à Paris, c'est tout. Donc on ne se laisse faire que si on veut. Et j'insiste, c'est comme pour les femmes battues. C'est aussi de leur faute. Hein. Elles doivent taper les bonhommes qui les tapent. Hein. C'est parce qu'on se laisse faire. Il faut arrêter de se laisser faire. Battez-vous, nom de Dieu. Bon, je passe. Bon, moi, je ne peux pas me battre physiquement, j'ai plus la forme. Je suis désolé, je ne peux même pas plus défiler, parce que je ne peux pas marcher. Mais je peux encore travailler avec la tête. Alors, je me sers de ce que je peux. Bon, alors donc, partout, vous voyez, l'Organisation mondiale de la santé qui raconte que c'est parfait. Bien sûr, le Gavi, hein, c'est Bill Gates, c'est parfait. Grâce au vaccin, son efficacité et complications a été démontrée. C'est ça qui m'intéresse. Hein. Donc là, je vais vous démontrer qu'ils sont des menteurs. Hein. Bon. Et c'est là-dessus qu'ils ont fait l'obligation vaccinale.
Alors, il y a quand même un fait réel, c'est Taïwan. Hein, c'est Taïwan. Les Taïwanais, c'est des Chinois, et ils mangent à la chinoise. Ils avaient comme une spécificité, l'hépatite virale B était la maladie de Taïwan. C'est comme ça qu'ils le disaient. Ils avaient un taux qui était 20 fois supérieur à celui de la France, et c'était transmis de la mère à l'enfant. Et ils avaient un cancer du foie colossal, en particulier chez les enfants. Ils avaient des hépatocarcinomes de l'enfant qui n'existaient pas en France, qui n'existaient pas en Scandinavie, qui n'existaient pas en Grande-Bretagne. Les registres que j'ai pu des pays occidentaux. Bon, et vous voyez, quand même, ils sont passés après la vaccination de 114 à 0,9. Donc c'est vraiment une efficacité réelle sur l'hépatocarcinome de l'enfant, de moins de 15 ans. Mais c'était quand même pas tout rose, et bizarrement, ils n'en ont pas parlé du reste. Hein, parce que chez les filles, ça ne marchait pas. Vous avez là 2 birth cohorts, c'est-à-dire 2 cohortes de naissance différentes, avant et après la vaccination des filles. Vous voyez que la fréquence selon l'âge des cancers est exactement la même. Donc curieusement, ce vaccin qui est supposé faire disparaître l'hépatocarcinome, il ne marche que chez les gars. Bon, c'est certainement vrai. Ça aurait peut-être mérité des études, hein, de savoir pourquoi est-ce que le cancer est lié à un chromosome. Enfin, je ne sais pas. Les scientifiques auraient dû s'intéresser. Et puis surtout, il y a ça. Ils sont bien gentils. Là, c'est leur registre du cancer à Taïwan. Ils ont aussi un registre du cancer qui n'est pas au point des Nordiques, mais qui n'est pas mauvais. Et là, ils vous donnent tous les cancers par année. Et là, je ne me suis pas intéressé aux dernières années, c'est vrai, puisque la vaccination date de 81. Et là, vous avez le taux de cancer du foie dans la population générale. Et leur vaccination qui a merveilleusement marché sur le carcinome, c'est curieux. Ça a quand même augmenté. Hein. Donc, dans la population générale, c'est vrai que chez l'enfant, ça a été un succès, mais dans la population générale, ça a été un échec. Alors, la même chose s'est vue dans tous les pays d'Asie. Hein. Ça, c'est les registres de l'OMS, enfin, de l'Institut national de recherche international sur le cancer de Lyon, c'est les mêmes, Global CAN, il s'appelle. Vous voyez que tous les pays asiatiques ont vu une baisse de leur cancer. Bon. Mais est-ce que le carcinome infantile de Taïwan est le même que celui qu'on a en France? C'est quand même un vrai problème. Alors, il y avait quand même des particularités en Asie. D'une part, c'était 10 à 20 fois plus fréquent en Asie qu'en Europe, et en Amérique ou en Australie, dans les pays industrialisés occidentaux. Et puis, il y avait les habitudes alimentaires et le rôle de l'aflatoxine. Le cancer, là vous avez les fréquences des cancers d'après l'OMS. Hein. En rouge, c'est ceux qu'on a beaucoup, et en ceux qu'on n'a presque pas. Hein. Donc vous avez l'Afrique et l'Asie. Vous voyez, la Chine, c'était vraiment le règne du cancer du foie. Et dans ces pays-là, il y avait une mauvaise hygiène de l'alimentation. Et en particulier pour l'Afrique, de l'arachide, qui a été contaminé par un champignon qu'on appelle l'aflatoxine, qui est un carcinogène parfaitement connu, reconnu et donc très important. Et puis, ils étaient, au Japon, ils avaient beaucoup plus d'arsenic dans l'eau, et également de micro-PCB, ça a été démontré, qui sont des facteurs carcinogènes également, qu'on n'a pas dans les pays occidentaux. Et les jaunes, ils ne sont pas tout à fait comme nous, au point de vue génétique, vous l'avez remarqué. Donc, on peut se poser la question de la disposition génétique à certaines maladies. C'est quand même très classique. Et c'est ce que disait Blaise Pascal, la vérité de ça, les Pyrénées n'est pas celle au-delà. En Occident, le mode de contamination était complètement différent. Ce n'est pas de la mère à l'enfant, c'est par voie sexuelle ou sanguine à partir de l'adolescence, jamais avant. Sauf pour les mères infectées qui, elles, posent problème particulier. Et d'autre part, le cancer du foie, il ne touche qu'à partir de 50 ans, il n'y en a pas. Le cancer du col, vous n'en voyez pas pratiquement avant 20 ans. Le cancer du foie, normalement, vous n'en voyez pas avant 50 ans, dans les pays occidentaux, je parle. Donc c'était totalement différent l'épidémiologie de ce qu'on avait. Donc on nous a imposé un vaccin pour faire disparaître un cancer qui n'existait pas en France. Hein, puisque c'était pour faire disparaître les l'hépatocarcinome. C'est quand même assez curieux. Quoi. Donc alors, c'est exactement comme le Gardasil. Le vaccin a très bien marché contre l'hépatite. Ça c'est vrai. Ça a éliminé de 80-90% les risques d'hépatite B en France. On n'est pas sûr que ce soit la vaccination toute seule. Il ne faut quand même pas non plus lui donner les vertus qu'elle n'a pas. Parce que l'hépatite B, c'est comme le sida. Ça se transmet par le sang, par le sexe. On s'est quand même battu contre le sida. On a dit qu'il fallait mettre des préservatifs, que c'était quand même prudent. Et le fait de mettre un préservatif, ça nous protège de l'hépatite B comme du sida. Et d'autre part, on fait un peu plus attention au sang. On ne va pas le récolter dans les prisons chez les anciens. Maintenant, c'est plus à la mode. Donc on a limité la quantité de contamination sanguine et également la contamination sexuelle. Donc ça a baissé dans tous les pays occidentaux au moment des vaccinations, mais je ne peux pas faire de lien de cause à effet. Bon, en tout cas, ça a baissé. Mais contre le cancer, ça a été un échec complet. Alors, vous avez là les chiffres officiels de l'OMS
avec les années, on peut admettre que la vaccination a commencé par ici, à peu près. Vous remarquez qu'avant, parce qu'on n'a pas avant, j'aurais bien aimé avoir la France, etc., dans les années 78, mais on n'a pas le taux d'incidence de cancer dans ces années-là pour le foie. Il n'y a que les USA qui ont un système. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les USA, vous remarquez que jusqu'à la vaccination, c'était parfaitement stable. Donc après, ça monte. Alors là aussi, c'est un lien statistique. Ce n'est pas un lien de causalité. Alors là, c'est la Grande-Bretagne. Alors la Grande-Bretagne, je n'ai pas des taux d'incidence très anciens, donc je ne peux pas vous donner les taux qui m'intéressent, qui sont 82, l'introduction de la vaccination. Par contre, la mortalité par cancer du foie, elle était déjà enregistrée en Grande-Bretagne. Donc j'ai pu avoir la mortalité du cancer du foie en Grande-Bretagne avant la vaccination et après la vaccination. Et là, vous voyez, avant la vaccination, parfaitement stable. Là, c'est la mortalité globale, la mortalité pour les gars, parce que les gars, ils boivent de l'alcool, hein, en whisky, en France, c'est et les femmes, elles sont plus raisonnables, donc elles ont toujours fait moins de cancer du foie que les mecs. Bon, ça, là, c'est l'incidence, mais l'incidence qui est à partir de la moment où on le fait, qui est déjà un peu avancée. Mais ça a été multiplié par 3, la vaccination. Donc, je ne sais pas, ils ont vu que ça protégeait du cancer. Vous me direz, les Anglais, ils ont toujours des trucs bizarres, mais les Canadiens, c'est pareil. Alors, il y a la moitié des Canadiens, enfin, le quart des Canadiens qui sont quand même d'origine française. Et ben, c'est pareil. Et là, c'est un spécialiste du foie à Toronto qui dit que le Canada fait face à un tsunami, carrément, de cancer du foie. Carrément. Et là, vous avez effectivement le foie qui est en rouge, c'est celui qui monte, alors que les autres baissent. Vous voyez, là, le cancer d'ORL, celui qui fait la peur, le HPV pour les gars. Le cancer ORL, il baisse comme ça. Et en France, c'est pareil, hein, il n'y en a presque plus. Ça a diminué des 2 tiers. Et puis là, un des seuls qui monte, il y a les mélanomes et le cancer du foie. Alors, on va faire spécifiquement le cancer du foie. Vous avez là l'introduction de la vaccination. Et également, cet aspect, hein, avant la vaccination et après la vaccination. Là, c'est les gars, les hommes, ça monte. Et là, c'est les femmes, ça monte, mais moins vite quand même. Donc on peut admettre qu'il y a des cofacteurs, ce n'est pas que la vaccination. Et là, c'est les Américains. Les Américains, au moins, la mortalité, on l'avait avant la vaccination. Vous voyez, où là, c'est à peu près stable. Ça monte un petit peu, mais raisonnablement, puis c'est pas fort. L'Australie, toujours. Introduction de la vaccination, ça baisse un peu dans les premières années. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup aux guerres d'asile. C'est pour ça que ça m'a intéressé, c'est beau. Parce que, et là, ça a été multiplié par 4 chez les mecs. La France. Et la France, là, malheureusement, il n'y a pas d'exception de guerre d'asile en France. On est comme les autres, on est des vaccinés et on a les mêmes chiffres, avec un taux entre 90, je n'ai pas les taux avant 90, je suis désolé. Donc je vous donne ce que j'ai seulement. C'est passé de 3000 à 1700, c'est multiplié en gros par 3. Et nos autorités disent que grâce à la vaccination, le cancer du foie est protégé. On n'a pas la même vue. Et alors, ce qui était catastrophique, c'est surtout qu'il n'y a jamais eu d'études indépendantes pour rechercher la cause de ce tsunami de cancer. C'est quand même un vrai problème de santé publique pour nous. Oui, je vais tomber. Ouais, merci. J'ai la tête dure. Ça l'aide de ne pas mourir de cancer. Oh non, j'aurais dû l'attraper avant si c'était contagieux. Parce que quand même, j'en opérais beaucoup et je me suis souvent piqué. Bon. Alors, bon, ça c'est la France. Hein. Donc on a doublé dans les années qu'on a, donc de 98 à 2008, on est passé de 4,4 à 7,3. Il n'y a pas d'études indépendantes, alors que l'INVS, l'Institut de veille sanitaire, en 2008 avait demandé qu'il y ait des études de fait. C'était quand même posé la question. Mais maintenant, on a que des certitudes maintenant avec les ministres, il n'y a plus de problème. Alors quelles sont les autres causes? Parce que bien entendu, alors ce truc-là, je vais le présenter à un congrès de médecine hein, qui était prévu pour Bobigny, qui se passe chaque année, qui est très intéressant, qui s'appelle surmédicalisation et surtraitement. Et on étudie justement le fait de traiter à tort des gens qui n'en ont pas besoin. Et c'est là où on a démontré que les dépistages étaient de la merde, nocives, et d'autres choses. Et des médicaments comme les anxiolytiques et d'autres compagnies, le Maccabi ou certains antibiotiques. Bon. Et alors cette année, notre doyen de Bobigny, il a trouvé qu'au congrès ne pourrait avoir lieu que si on supprimait une communication. C'est la vôtre. Non, c'est pas la mienne. L'organisateur du congrès n'a pas voulu dire laquelle c'était, mais il a dit que c'était pas la mienne. Parce que je présente effectivement le foie et le garde d'asile en milieu médical. Donc,
il fallait un petit peu faire un peu du médecin. Alors donc, il fallait aller de leur côté. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer? Parce que le cancer du foie, il n'est pas monofactoriel, bien entendu. Comme tous les cancers, c'est multifactoriel. Et en France, c'était pas du tout l'hépatite B qui était, puisque l'hépatite B était presque rien avant la vaccination. C'est pas l'hépatite B qui était la cause, c'était l'alcoolisme. C'était l'alcoolisme, la cirrhose qui donne le cancer du foie. Les personnes meurent de cirrhose, ils ont tous un cancer. Ouais, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Moi, je crois que c'est plus chic. Mais il y a beaucoup qui meurent bien de cirrhose, faut pas raconter de conneries. C'est une bonne maladie bien française qui touche bien les mecs. Il y a quelques femmes, mais là, elles sont quand même fortement protégées. Là, c'est bien. Bon. Enfin, donc, la prévalence est... Donc, alors, l'UNVEST cherche des explications, puisqu'ils n'envisagent pas du tout l'hypothèse vaccin. Donc, c'est hors de question d'envisager l'hypothèse vaccin, donc il faut trouver d'autres coupables. Parce qu'il y a un crime, on n'a pas de coupable, puisqu'on a éliminé le possible coupable qui, moi, d'après les chronologies, ça me frappe quand même. Dans les quelques cas où on avait les courbes avant la vaccination et après la vaccination, c'est quand même après la vaccination, ça a explosé. Donc ça pose quand même un vrai problème, disons, de statistique temporelle. Alors l'UNVS dit c'est parce qu'on traite mieux les cirrhoses qu'il y a plus de cancer. Ils meurent plus de cirrhose, ils meurent de cancer. C'est ce que vous disiez. Ouais. Alors on a inventé le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est un beau nom qui sort des États-Unis, mais en fait c'est le foie gras. Donc c'est la sale bouffe américaine qui donne un taux de stéatose hépatique, parce que ça avait un terme qui existait en France avant le foie gras américain, c'était la stéatose hépatique, et on accuse la stéatose hépatique de créer des cancers. Et peut-être aussi le virus de l'hépatite C, parce que le vaccin a vaincu l'hépatite B, mais il y a eu l'hépatite C qui se transmet que par la seringue, là c'est vraiment le sang et la drogue, là il n'y a que ça. Et on a donc proposé NVS 2008 de faire des études qui n'ont jamais été faites. Or, pour l'alcoolisme, c'est un peu raté. Le coupable s'est barré. Donc, il était presque plus là. Il y a que 50% de l'alcoolisme a disparu dans cette période. Il en reste encore, rassurez-vous, mais c'est plus ce que c'était. Alors, est-ce que c'est le virus de l'hépatite C? Heureusement qu'il y a eu un autre hépatite C. Rassurez-vous, quand on aura vaincu les virus de l'hépatite C, il y a un D et un E qui sont déjà sur les rangs. Ils auront encore des explications. Bon, le problème du virus de l'hépatite C, c'est qu'on admet aussi, comme le virus de l'hépatite B, qu'il faut en gros 10 ans entre le début de l'infection et le cancer. Donc, or, il n'est apparu qu'à partir de 90. La vaccination, elle s'est faite 84. Et s'il donne des cancers, c'était qu'à partir de 2000, à supposer qu'il remplacerait l'hépatite B. Or, 50% de l'augmentation des carcinomes, c'était avant. Donc, l'explication... Moi, j'ai été harcelé quand j'ai présenté l'abstract au congrès par un hépatologue furieux en disant « Tout le monde sait bien que c'est l'hépatite C. » Parce que le gars va toucher, il était hors de question que... mais, sauf qu'il n'avait pas regardé la chronologie des choses. Alors, en plus, l'hépatite C, ça a diminué, il a pointé. Et alors, la stéatose hépatique. Sauf que la stéatose hépatique, elle est apparue, vous voyez la courbe, que dans les années 2010. Vous vous emmerdez en disant que la stéatose hépatique, qui est la grande cause qui explique l'explosion du cancer 20 ans avant, ça paraît quand même un peu gros. Alors pourquoi ce tsunami de cancer? Moi, je trouve quand même curieux que les gens qui prônent le vaccin disent « Vous avez Taïwan, on a donné le vaccin, le cancer a disparu, victoire du vaccin. » Et ils ne disent pas « Dans les pays industrialisés, on a donné le vaccin, le cancer a augmenté de 3 fois, c'est le vaccin qui est en cause. » C'est quand même curieux, il y a quand même un peu de poids, de mesure, dans la mesure où ils pensent. Donc la conclusion, c'est qu'on ne doit jamais juger une action sanitaire sur ce qu'on espère, ou ce qu'on veut, ou sur des prédiction hasardeuse. On doit la juger sur les chiffres vrais de ce qu'on voit. Si on regarde les chiffres, l'hépatite B, la vaccination contre l'hépatite B a été suivie d'un triplement en moyenne sur les pays occidentaux, c'est par 3 fois. Augmenté par triplement du taux de cancer du foie, qui était une rareté en Occident, qui est devenu un vrai cancer maintenant en Occident. Alors, ça aurait quand même pu être, on aurait pu le dire quand même, parce que c'est pas mon rôle, moi qui suis non hépatologue, non infectiologue, non vaccinologue, de me poser ces questions. C'est quand même, je trouve ça tout à fait aberrant.
Hein, il y avait plein de gens beaucoup plus intelligents que moi pour le faire. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont jamais intéressés? Et puis, le minimum, c'est quand même, avant de mettre une obligation vaccinale d'un truc qui n'a pas beaucoup d'intérêt en France, puisque l'hépatite B est un truc totalement mineur, c'est pas du tout un problème de santé publique, est-ce qu'on n'aurait pas dû s'intéresser à résoudre ce problème quand même, qui est un problème, je pense, important. Donc conduite alors oui, la conduite à tenir. Là, je suis désolé, mais il faut que vous retroussiez vos manches et que vous ne partiez pas toujours battu. Mon épouse me reproche toujours de ne pas donner de piste aux gens. Il faut interpeller les politiques à tous les niveaux. Leur donner ces chiffres. C'est des chiffres qu'ils ne peuvent pas contester. Hein, en disant, il y a un problème. On ne dit pas que c'est la cause. Mais vous nous proposez une action de santé publique qui donne le contraire de ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez l'expliquer correctement? Ils ne peuvent pas l'expliquer. Alors pourquoi est-ce que, si vous ne savez pas, pourquoi est-ce que vous votez cette loi de merde? Bon, et je ne parle pas moi des effets secondaires, quand même, ça, d'autres vous en parleront. Donc, ça, normalement, on devrait exiger des études. Alors, oui, il y a des politiques, sur là, j'ai dit, je manque un truc quand même. Il y a les politiques, mais aussi les médecins, tous ces médecins pourris qui vont naître. Alors je vous demande, je vous précise une chose. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Ah, oui, excusez-moi. Je suis feignant, je les merde de porter j'ai tort. Bon. Oui, il y a quand même une chose que je vous précise. La loi française précise très clairement que tout médecin qui parle en public doit indiquer ses liens d'intérêt. Vous avez remarqué que mon diaporama commence toujours par dire « je n'ai aucun lien d'intérêt avec ». Tous les gens qui parlent, que ce soit dans les journaux, dans les radios, à la télé, doivent donner la loi, les liens d'intérêt. C'est une obligation légale française pour tout médecin qui a des liens d'intérêt avec une entreprise de médicaments quelle qu'elle soit. Tout médecin qui parle alors qu'il ne donne pas ses liens d'intérêt, je vous demande de l'attaquer. Ça ne vous coûtera rien. C'est au Conseil de l'ordre. Vous attaquez devant le Conseil de l'ordre, c'est gratuit. C'est gratuit. On va pas se bouffer. Non, ne dites pas ça. Non, ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Je vous assure que personnellement, j'ai attaqué un médecin. J'en ai un autre que j'attaque. Simplement, je ne peux pas les attaquer partout parce qu'il faut se déplacer. Le Conseil de l'ordre est régionalisé. Je ne peux pas me déplacer en France. J'en ai marre des déplacements. Donc, je ne peux pas. Mais j'en ai attaqué un qui était quand même celui qui a succédé à Lévy. Peut-être pas un type tout à fait anodin. Je l'ai attaqué parce que devant la commission des affaires sociales, il n'avait pas donné ses liens d'intérêt. J'avais commencé, malheureusement Rader avait explosé à ce moment-là, et donc on n'a plus le droit de parler après. Mais j'avais commencé par dire à tous les auditeurs que leur rappeler la loi française. J'avais fait un rappel à la loi, que le débat se passe dans une bonne direction. Là-bas, il n'a pas rappelé ses liens d'intérêt. Je l'ai attaqué le Conseil de l'ordre, avec Rader d'ailleurs, et je vous assure que quand il est venu, il était tout péteux, tout professeur qu'il était, et, tout en haut du premier cercle. Il faisait dans son froid, il était gris. Je pense que maintenant il va faire attention, il est beaucoup plus discret. Bon. Donc ça ne coûte rien, vous attaquez devant le Conseil de l'ordre en disant bien, j'ai vu le docteur Intel qui parle, alors il faut avoir les preuves, hein. Dans les journaux c'est très facile, vous avez le papier. À la télé il faut l'enregistrer, le faire en replay et l'enregistrer en replay. Et les attaquer systématiquement. Parce qu'ils n'ont pas tellement de pseudo-experts à nous filer, hein. Ils en ont 30 au maximum sur la France. La première fois, même si le Conseil de l'ordre est obligé d'instruire. Il ne peut pas faire autrement. Si vous avez la preuve qu'il n'a pas donné ses liens d'intérêt, qu'il a des liens d'intérêt, ils sont obligés de le condamner. Ils ne vont pas le condamner à la prison. Hein, et ils vont lui donner une réprimande. Sauf que s'il recommence, il prendra plus. Et là, ils sont bien emmerdés. Là, je vous assure que c'est pour eux une épreuve douloureuse. Ils n'ont pas l'habitude. Et eux, ils font partie de la haute. Ils n'ont pas l'habitude. Donc, j'engage fortement les gens, lorsqu'ils voient un médecin de leur région, pas avoir à se déplacer, hein, qui fait un papier beaucoup trop beau pour les vaccins. Ah, c'est formidable, ça n'a aucune complication, c'est parfait. Et qui a vérifié sur le site officiel, vous pouvez faire transparence, santé, gouv. Et vous donnez, donc, tapez transparence, santé, gouv. Vous arrivez sur la base de données officielle du gouvernement. Vous mettez le nom, pas le prénom, le nom simplement, et vous aurez à choisir, il faut que vous sachiez où est-ce qu'il travaille, parce que vous allez avoir 25 noms, toujours les mêmes, mais il y aura des prénoms différents, il faut que vous sachiez quel nom il est, vous cochez et vous avez ces liens d'intérêt. Alors rassurez-vous, grâce à la MSN, Marie la salope, comme je l'appelle, c'est pas enregistré. Je te prête. Bon, il faut couper. Hein, quand même.
Il a rien dit. Oui, on voit ça lui déjà arriver. Non, parce que vraiment, elle a émasculé la loi. La loi de transparence qui avait été votée après le dernier scandale français disait qu'on devait donner tous les liens. Elle s'est réunie avec les labos et les associations anticorruption françaises. Les associations anticorruption sont parties une journée parce qu'ils en avaient marre de voir que c'était les experts du ministère qui discutaient avec le labo pour faire les textes d'application. Parce que la loi a été votée, mais une loi sans texte d'application n'a aucune valeur. Bon. Donc, au moment de faire les textes d'application, on a appelé Sanofi pour les faire. Bon. Et donc, les anticorruptions sont sortis fâchés. Ils étaient fâchés. Et donc, elle a trouvé l'autre moyen formidable que dans la base Transparence Santé Gouv, vous n'aurez jamais les gens qui ont des contrats commerciaux. Donc, c'est-à-dire que si vous touchez 500 000 €, vous n'allez pas le dire. Parce que, bien entendu, vous ne les touchez pas illégalement. Vous avez fait un contrat comme quoi vous êtes un conseiller à bord d'advisory du labo. Donc, les contrats les plus corrupteurs ne sont jamais dans Transparence Santé Gouv. Mais ce n'est pas très grave, parce que quand vous êtes un gars du labo, il vous paye des restaurants, il vous paye des contrats, il vous paye plein de choses. Il vous paye Donc vous avez ces choses-là, par contre, elles apparaissent. Donc si vous avez un gars qui... alors si vous cherchez un nom, si vous avez donc quelqu'un qui fait une publicité vraiment trop forte, parce qu'effectivement, ils ne sont pas tous corrompus, il y en a qui sont tout cons. Hein, enfin, il y en a qui, disons, n'ont pas le temps de travailler. Il y a certains qui n'ont pas le temps de travailler, donc ils croient ce qu'on leur dit. Donc ils sont crédules. Il y a la crédulité et la corruption. Et donc, beaucoup sont crédules, hein, faut pas parler. La majorité est crédule. Et puis certains sont corrompus, et certains très très corrompus. Bon. Mais donc, il y a quand même un certain nombre de corrompus. Ceux qui parlent le plus fort, en général, ils sont corrompus. Donc, ceux-là, ça vaut le coup de les attaquer. Donc, vous avez la preuve qu'ils ont parlé sans donner leur lien d'intérêt. Donc, vous avez bien la preuve. Si vous n'êtes pas capable de trouver les liens d'intérêt, vous m'envoyez un mail, je vous trouverai les liens d'intérêt. Parce que, heureusement, il n'y a pas de Transparence Santé Gouv, hein. Il y a aussi la bibliothèque du Congrès américain. Et ça, il faut quand même un peu dire l'américain. Parce que les Américains, après l'accident du Vioxx, ils ont décidé qu'il fallait absolument donner tous les liens d'intérêt. Et que les revues se sont réunies, parce qu'ils avaient été trompés par le labo, ils avaient mal vécu l'affaire, et donc ils ont décidé que plus jamais ils ne publieraient si les gens ne donnaient pas leur lien d'intérêt. Aux États-Unis, c'est pas grave de tuer une petite fille, mais c'est grave de mentir en disant qu'on ne l'a pas fait. Donc, c'est pareil pour les liens d'intérêt. Donc c'est très grave de ne pas déclarer ces liens d'intérêt. Ce qui fait que dans les revues américaines, vous êtes sûr que les liens d'intérêt sont réellement déclarés. Alors il y a une difficulté, c'est que tous les articles ne sont pas complets. On a souvent des abstracts. Et certains sont des droits d'auteur corrigés, etc. Donc on n'a pas le truc à moins de payer. Moi je refuse de payer pour avoir de la daube. Donc je vais pas. Alors ce qui m'intéresse, c'est juste les lignes à la fin sur les liens d'intérêt. Mais on rechoppe, si le gars est un Français et s'il est dans un labo, en général, il participe à des essais internationaux avec les Américains. C'est grâce à ça qu'il devient professeur d'ailleurs. Lui, c'est un ghost auteur, comme on appelle un auteur fantôme. Il n'écrit rien, il met son nom. Ça lui sert pour ses travaux. Mais du coup, il est obligé de faire apparaître ces liens d'intérêt. Donc on peut en choper beaucoup, y compris les liens, les fameux board advisory, on les a par les articles américains. Donc il y a des moyens, si vous voulez mieux. Donc vous fatiguez pas, ça je veux bien faire ce boulot pour vous. Vous m'envoyez un nom. Parfois, le nom du médecin, je vais dire par exemple Cohen, pédiatre, lien d'intérêt. Oh ben ça. On ouvre et on sait qu'il a des liens d'intérêt. Même si on ne les connaît pas tous, on sait qu'il a parlé à la radio, il n'a pas annoncé. Attaquez-le. Non mais c'est là où je vous dis, il ne faut pas être résigné. Combattez. Moi je fais ce que je peux. Faites aussi ce que vous pouvez. Et ça ne vous coûtera rien. Alors, si vous attaquez Cohen, il vaut mieux être à Paris. Oui. Il faut mieux être à Paris, parce que ça va le juger à Paris. Rassurez-vous, Rader est sur le coup. Non, à Paris. Parce que Rader ne le faisait pas. C'est à cause de moi que Rader s'est mis à attaquer. Bon, moi, j'insiste que ce soit plutôt des associations plutôt que des individus. Il faut que ce soit un maximum de gens différents. Non, ça peut être des individus. Non, les citoyens lambda, c'est très important. Je pense que le problème sera assaini en médecine à partir du moment où les citoyens français s'occuperont de défendre leurs droits. Le respect de la loi. Vous demandez seulement le respect de la loi. Que font les services anticorruption alors?
Ça n'existe pas en France, vous avez vu ça. Vous parliez tout à l'heure de... Non, j'ai parlé d'une loi anticorruption. C'est la loi qu'avait présentée Sarkozy. Vous savez que Sarkozy, au début, il niait l'existence des liens d'intérêt, ça n'avait aucune importance. Et puis il y a son ministre de l'économie qui a quand même été épinglé pour un certain champ de course dans la région parisienne. Et il a été obligé de comprendre que les liens d'intérêt posaient des problèmes. Il a demandé un rapport. Il y a eu un rapport très bien fait, qui est sur Internet, un rapport sur la corruption en France, sur les liens d'intérêt et la corruption, qui était très bien fait. Il s'en est inspiré, il a fait une loi. La loi est passée, elle a été votée par 80% de nos députés. Sauf que la loi, et après, il était viré, parce que c'était 3 mois après, il était viré. Comme il était viré, il n'y avait pas de texte d'application. Voilà. Et après, on a eu Marisol, qui est venue et qui a émasculé la loi parce qu'elle gênait. Alors, pour continuer, les associations anticorruption ont fait un recours au Conseil d'État. Ils ont gagné. L'arrêté de Marisol a été cassé en disant qu'il fallait en faire un qui ne fasse pas disparaître les liens d'intérêt. Comme par hasard, il n'y a toujours pas de nouveaux trucs d'application. La ministre actuelle, elle n'a pas le temps. Et ces liens d'intérêt, est-ce qu'ils s'appliquent que aux médecins Ah non, c'est aux médecins. Et justement, ça n'a pas de question de bien de le mettre aussi sur les journalistes, sur les blogueurs, parce que là, il y a aussi... Oui, ça c'est une revendication de Transparency International. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Enfin, les journalistes, je ne veux pas trop leur taper dessus. Il y en a vraiment qui sont des sagouins ignobles, qui sont des... Pas comme les médecins. Oui. Bon. Et puis, oui, bien sûr, là, vous prenez les chefs de bande. Non, mais il y en a beaucoup qui sont trompés. Il y a beaucoup de journalistes pigistes, parce que j'en rencontre quand même pas mal dans ma vie. Il y a beaucoup de journalistes pigistes qui sont pris parce qu'ils sont payés à la pige. Il faut qu'ils rendent un papier tout de suite. Ils n'ont pas le temps de travailler de fin. Et alors, ils se font avoir, parce qu'il y a un gars du labo qui vient avec un papier superbement fait. Les services de com, ça sert à quelque chose, quand même, montrant que ce nouveau produit va révolutionner. Et bon, on leur donne, il le sort. Enfin, ils se font avoir une fois, peut-être pas deux. Non, mais ça dépend. La crédibilité, toujours pareil, crédibilité, corruption. Puis on peut aussi les inviter à des endroits, rassurez-vous. C'est comme les médecins. Les médecins ne sont pas meilleurs que le reste de la population. C'est pareil. Oui, les congrès aux Caraïbes, vous savez, j'ai quand même beaucoup voyagé. Les congrès aux Caraïbes, c'est pas... enfin, ça dépend. Il y a des pubs de bas étage, et puis il y en a qui sont un peu plus luxe. Donc, il faut parfois plus, quand même. Non, mais chaque homme et chaque femme a un prix, disent certains. Le prix varie. Mais je veux dire que non, les congrès, ça a été tellement banalisé, il n'y a même pas besoin de jouer la pub des labos pour avoir un congrès. Alors ça a un peu baissé en France. C'est vrai que récemment, non j'exagère, ça a baissé quand même en France. Il y a une époque où ils étaient beaucoup plus généreux. Mais moi personnellement, j'ai toujours refusé qu'un labo me paye, sauf quand je faisais une conférence, ça m'est arrivé, là on m'a demandé de faire une conférence à Tunis par exemple, j'étais payé par le labo officiellement, mais là j'avais un vrai travail, c'était l'organisme tunisien qui me demandait de faire un boulot. Donc, mais sinon j'ai toujours refusé de toucher parce que... pour parler de ça, je vais parler de ma vie, c'est un peu chiant. Disons que j'ai inventé pas mal de choses dans ma vie, dont une prothèse qui permet de grandir pour éviter l'amputation des enfants jeunes. Bon. Et j'étais très content de ça, et ça a plu à un deuxième labo de prothèses américain, et ils m'ont dit il faut que vous rentriez chez nous. J'ai dit bon d'accord, qu'est-ce que vous avez? Il faudra signer un contrat. D'accord, qu'est-ce que vous me demandez? Vous me demandez de faire des conférences. Ça me gêne pas, j'en ai toujours fait dans ma vie. Ça permet de rencontrer des gens, j'ai toujours aimé, puis ça va discuter avec des spécialistes de la même. Bon, c'est bien. Je dis ok, il faut faire des démonstrations opératoires. J'en ai fait dans ma vie, j'ai perdu une centaine de pays déjà, donc ok, ça me plaisait, ça me permettait de voyager, j'étais pour. Il me demandait, il faut faire des articles. Les articles, j'en ai fait, ça me plaisait. Voilà, j'ai dit on est d'accord. Puis c'était quand même alléchant, parce qu'ils me payaient à chaque mois. Donc c'était quand même pas mal. Et ils sont fait venir 3 avocats des États-Unis. C'est un laboratoire américain. 3 avocats. Et le jour du contrat, j'étais prêt à le signer, puis j'ai eu le malheur de lire les contrats, moi. Je suis con. Et il y avait la dernière ligne. C'était la clause de confidentialité. Il y a une clause de confidentialité. Alors, tous les gens qui participent aux essais ont des clauses de confidentialité. On ne joue pas avec ça, je vous l'expliquerai après plus tard. Eh bien, c'est-à-dire qu'il fallait que je m'engage à ne jamais publier ou de faire une conférence sans avoir l'avis préalable du laboratoire. Autrement dit, j'étais vaillé. C'est-à-dire que si ma prothèse était de la merde, je n'avais pas le droit de le dire. J'estime que si c'était de la merde, il fallait absolument le dire. Parce que